Donc effectivement, il y a 9 mois, le général Thévenot m'avait demandé de parler, de faire un point sur après les élections présidentielles. Il y a 9 mois, évidemment, on ne savait pas qui serait élu. Et donc nous voici à un peu moins d'une semaine de l'investiture du président, en l'occurrence Donald Trump. Et le sujet que je vais aborder avec vous, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on peut tirer de ces élections, probablement en termes de politique étrangère des États-Unis. Voilà, ça va vraiment être l'angle que je vais emprunter. Je vais faire juste quelques points introductifs pour peut-être des éléments, on va dire, de précaution. D'abord, se souvenir que Donald Trump n'est pas encore président des États-Unis, donc tout ce qu'il dit actuellement n'a aucune valeur en termes, j'allais dire, diplomatiques, pour le moment, en tout cas, ou même politiques. Mais c'est quand même à observer avec beaucoup d'attention. Deuxième chose, le commentariat sur le sujet est très vaste. Je crois que ça n'aura échappé à personne que Donald Trump est probablement la personne aujourd'hui dont on parle le plus dans le monde. Et grosso modo, c'est là où je voulais en venir. Ce commentariat, évidemment, il est très partagé. Il y a effectivement ceux qui applaudissent à l'élection de Donald Trump, probablement qui en attendent beaucoup, peut-être trop. Peut-être seront-ils déçus, aussi bien aux États-Unis que de notre côté de l'Atlantique. Et puis, de côté de ceux qui regrettent ou qui craignent, ou qui, en tout cas, sont plus prudents vis-à-vis de cette élection, vous avez en gros deux catégories. Ceux qui cherchent absolument à se rassurer, en se disant « ça va bien se passer quand même ». Et puis ceux qui cherchent absolument à se faire peur, en disant « vous vous rendez compte, il va bouleverser complètement la démocratie américaine, l'équilibre des puissances dans le monde ». Remettre en question les alliances, notamment avec ses partenaires européens. Et donc, mon propos, ça va être de dire, bon, tous ces commentaires sont très intéressants, ils viennent polluer, peut-être parfois nous angoisser. Pour des gens qui, comme moi, font profession de l'enseignement et de la recherche sur ce sujet-là, je peux vous dire que je suis peut-être pas minute par minute, mais en tout cas avec beaucoup d'attention ce qui se passe, et que effectivement, si je devais absolument, placer des émotions positives ou négatives dans tout ce que je lis ou tout ce que j'entends depuis le mois de novembre, je serais probablement en dépression aujourd'hui. Donc il faut vraiment prendre un tout petit peu de recul et aussi nous inviter peut-être à nous décentrer un tout petit peu, parce que évidemment le commentariat dont je parle, surtout de notre côté de l'Atlantique, en France ou en Europe en général, c'est pas du tout le même, ou en tout cas il partage parfois des points communs, mais aussi beaucoup de différences par rapport à ce qui peut être dit dans d'autres parties du monde, aussi bien en Russie, en Chine, au Brésil, en Inde, en Afrique, dans les pays évidemment asiatiques. Et c'est pour ça que mon propos va surtout se concentrer sur les États-Unis eux-mêmes. Je vous encourage vraiment, si vous en avez la possibilité, de suivre ce qui se passe à travers ce qu'en disent évidemment les médias et les commentateurs aux États-Unis, dans un écosystème à la fois médiatique et politique qui est beaucoup plus pluriel que le nôtre, et donc avec une diversité de points de vue et aussi une diversité de facteurs à prendre en compte qui sont aussi beaucoup plus importants. Donc ça va être mon propos durant cette intervention. Donc pour ça, je vais peut-être revenir d'abord sur le fait qui est peut-être une évidence pour tout le monde, mais qui mérite d'être mis en perspective, que Donald Trump est un président qui est réélu. Il réussit quelque chose qui n'avait été fait qu'une seule fois dans l'histoire américaine jusqu'ici par Grover Cleveland, dans les années 1800, à la fin des années 1880 et au milieu des années 1890, c'est-à-dire d'être élu. À l'époque, Grover Cleveland avait été le 22e et le 24e président des États-Unis. Ça ne s'était jamais refait. Donc c'est une forme d'exploit, évidemment, mais qui mérite d'être un peu mis en perspective. Alors, 3 choses me paraissent importantes. D'abord, contrairement à sa première élection, donc à l'automne 2016, Donald Trump prétend avoir un mandat clair, et donc une espèce de légitimité qu'il n'avait pas, puisque effectivement en 2016, s'il avait remporté le collège électoral, il avait été 2e, très loin derrière Hillary Clinton, au vote populaire. C'est effectivement pas le cas lors de cette élection. Toutefois, il faut être extrêmement prudent. Donald Trump a certes remporté le vote populaire, mais n'a pas la majorité des voix des électeurs américains. Il est en dessous de 50% des voix exprimées aux États-Unis. Et surtout, il a une avance très faible par rapport à Kamala Harris, 1,5 points,
qui en fait une des plus faibles depuis la fin du 19e siècle. Donc cela étant, c'est très important parce que cette idée qu'il a un mandat clair, c'est une idée que lui et ses partisans n'ont cessé d'avancer pour appuyer et conforter les décisions qui s'annoncent. Donc c'est pour ça que pour nous, il est important de rentrer dans cet état d'esprit. Nous sommes face à un président et à sa future administration qui considèrent que cette fois-ci, ils ont gagné, et ils ont bien gagné, et ils ont même gagné énormément. Vous connaissez le goût de Donald Trump pour l'hyperbole, et donc que ça justifie toutes les mesures qu'ils prendront. Deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est que, contrairement à 2016, on pourrait même peut-être le dire de cette manière-là, en fait, depuis que Donald Trump a quitté le pouvoir, plutôt en traînant les pieds, et encore, je reste, c'est un euphémisme. Ce matin, le procureur Jack Smith a rendu public une partie du rapport concernant l'enquête sur la tentative de Donald Trump de renverser les élections de 2020, et il a bien précisé que s'il n'avait pas été élu président des États-Unis, il aurait été non seulement poursuivi et mis en examen, mais très probablement condamné. Donc il avait traîné les pieds, mais il n'est pas resté inactif. On peut dire que, d'une certaine manière, en matière de politique étrangère ou de politique publique en général, les 4 années qui viennent de s'écouler ont été une présidence en exil pour Donald Trump, qui, à partir de son hôtel et de sa résidence de Mar-a-Lago, a joué vraiment ce jeu de continuer à être le président des Américains qui croyaient en lui, continuant à prétendre qu'il avait évidemment gagné en 2020, et surtout déjà avançons un certain nombre de choses. Et parmi les choses que je voudrais citer maintenant, c'est la conquête du Parti républicain, puisque finalement, il a achevé cette conquête cet été, en nommant sa belle-fille à la tête de la Convention nationale républicaine. Donc ça a été une présidence en exil. Et puis, troisième chose qu'il faut noter, qui tranche avec l'histoire et les traditions politiques et les coutumes politiques américaines, c'est que Donald Trump, d'une certaine manière, a déjà voulu jouer le rôle de président, alors même qu'il n'est que, et j'en parle encore au présent puisque ce sera que lundi prochain, alors qu'il n'est que le président élu. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'a pas respecté cette coutume qui veut que, grosso modo, le président élu attende, et la courtoisie d'attendre d'être investi avant d'essayer de jouer déjà un rôle présidentiel. Et d'une certaine manière, ce côté atypique, il l'avait déjà tenté de le faire en 2016, à l'automne 2016, par exemple lorsqu'il avait appelé la présidente de Taïwan, Madame Tsai Ing-wen, pour lui dire que les États-Unis reconnaîtraient Taïwan, que les États-Unis trouvaient formidable qu'elle ait été élue, ce qui évidemment, quand on connaît la position des États-Unis concernant Taïwan, était au mieux une maladresse diplomatique, au pire une provocation. Mais déjà en 2016, il avait en quelque sorte eu cette tentation-là, mais il était moins expérimenté, il avait aussi moins le contrôle du Parti républicain. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit depuis le mois de novembre de cette année. On voit un président qui a multiplié les prises de parole et qui a multiplié surtout les annonces pour le premier jour. Donc attendons-nous, à partir de lundi prochain, un déferlement d'executive orders et autres décisions que prendra Donald Trump sur plein de sujets. Voilà, donc ça c'était vraiment pour poser un tout petit peu le panorama et pour dire finalement, si on veut essayer de comprendre la politique étrangère telle que Donald Trump, président élu des États-Unis, souhaite la mettre en œuvre, il faut partir du fait qu'on a quelqu'un qui revient. Ça fait presque un titre de film, le retour de la revanche, vous voyez ce que je veux dire. Donc avec effectivement un sentiment de revanche, un sentiment aussi de vouloir probablement réaliser un agenda, comme on dit en bon français, c'est-à-dire d'accomplir un certain nombre d'objectifs dans un cadre très précis, et cela dans un temps assez court. Je vais terminer là-dessus en vous disant que, bien sûr, il faut se souvenir que Donald Trump ne pourra pas se représenter, évidemment, puisqu'il a déjà été élu 2 fois, et que c'est une limite qui est désormais constitutionnelle, et que, par ailleurs, il y aura des élections en novembre 2026, les élections de demi-mandat, et sera en jeu un élément qui est important, évidemment, pour comprendre ce qui va se dérouler dans les 2 ans qui viennent, c'est la majorité au Sénat comme à la Chambre. Rappelons qu'au 20 janvier, le président Donald Trump et le Parti républicain auront ce qu'on appelle en anglais un trifecta, donc auront la présidence, le Sénat, la Chambre des représentants,
sans compter bien sûr une majorité de juges conservateurs à la Cour suprême, mais vous me permettrez de les mettre un tout petit peu de côté parce qu'ils n'iront pas forcément toujours, ils l'ont bien montré ces derniers mois, dans le sens de Trump. Probablement que même parfois ils iront contre lui. Donc je les mets un petit peu à part. Mais pour l'instant, on a cette situation, cette configuration un peu particulière, en se souvenant que du coup, tout peut changer, évidemment, aux élections de mi-mandat de 2026. Donc ça explique, si vous voulez, l'urgence, peut-être, que j'ai expliqué, que j'ai présenté dans ce dernier point, hein, de l'activité rhétorique de Donald Trump ces derniers mois, de son entourage, de la volonté de confirmer aussi au plus vite tous les gens qu'il a nommés, hein, puisque les confirmations commencent cette semaine, pour essayer, le jour J, c'est-à-dire lundi prochain, de pouvoir commencer déjà à mettre en œuvre son agenda législatif, tant à l'intérieur des États-Unis qu'en matière de politique étrangère. Et donc c'est sur ce point-là que je vais vous entretenir maintenant. Alors, comme je n'ai pas l'ambition ni la possibilité, de prévoir l'avenir, et deux, de pouvoir traiter tous les sujets, je vais me permettre de faire une chose un petit peu différente, vous présenter un cadre d'analyse que j'appliquerai très rapidement et ensuite que je terminerai en abordant un certain nombre d'enjeux, ce qui me permettra de vous laisser ensuite la parole pour des questions. J'espère qu'il y en aura et j'espère que je serai capable d'y répondre. Alors, le cadre d'analyse que je vais vous présenter ici, il a pour objet d'essayer de mettre un peu à distance tout ce que je viens de présenter dans la slide précédente. Lorsqu'on pense à la politique étrangère des États-Unis, surtout en tant que Français, on a tendance à beaucoup trop insister sur la figure présidentielle au détriment de plein d'autres facteurs, plein d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte. Alors, ça paraît peut-être une évidence, peut-être même une porte ouverte que j'enfonce, mais les États-Unis ne sont pas la France, ni en termes constitutionnels, ni en termes géographiques, ni en termes politiques. Et donc, il faut avoir en tête qu'on ne peut pas estimer ce qui va se passer dans les 2 ou 4 ans qui viennent uniquement à travers le rôle de Trump. Pourtant, ça va quand même être le premier élément de mon cadre d'analyse. Ce cadre d'analyse, c'est celui d'un champ d'études qui existe dans la science politique américaine et qu'on appelle l'analyse de la politique étrangère, dont essentiellement le principal terrain d'expérimentation et de recherche, c'est la présidence et la politique étrangère des États-Unis. Et dans ce cadre d'analyse, donc l'analyse de la politique étrangère, effectivement, on met en avant la figure du président en insistant sur le rôle de la personnalité du président. Alors, ici, quelques éléments peut-être à prendre en compte. Le rôle de la personnalité du président, c'est en gros 2 choses. C'est d'abord, premièrement, ses convictions propres. Ce qu'ont montré les recherches dans ce domaine, c'est qu'aux États-Unis, et c'est probablement vrai ailleurs, de fait, les croyances préexistantes d'un président, notamment en matière de politique étrangère, ont tendance à être particulièrement difficiles à changer. Et donc, si on veut comprendre ce que va être la politique étrangère pour le président Trump, il faut comprendre quelles sont les croyances du président Trump en matière de politique étrangère. Quelle est l'image qu'il a de ce que sont les États-Unis, du rôle des États-Unis dans le monde, de la place des alliances, de la place des institutions internationales. Et là, on a une grande chance, c'est que M. Trump a déjà occupé la Maison-Blanche et qu'il n'a cessé depuis 40 ans de dire ce qu'il pensait de la politique étrangère des États-Unis. Et il n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'on peut dire la même chose en 2025 que ce qu'on pouvait dire lors de ce jour fameux de 1988, où il s'est acheté une publicité pleine page dans le New York Times pour publier une lettre ouverte à destination des candidats à la présidence en expliquant que les alliances étaient obsolètes, que les alliés européens trompaient les États-Unis, bref, toutes sortes de choses, et que bien sûr les présidents américains ne pensaient pas assez à la grandeur des États-Unis, bref, toutes choses qu'on entend aujourd'hui en 2025. Donc les croyances de Donald Trump sont très importantes. Ces croyances, elles sont assez faciles à synthétiser, même à défaut de rendre compte de leur complexité. Alors, mais c'est bien entendu, je viens de les expliquer, l'idée que finalement les États-Unis ne doivent pas s'appuyer sur leurs alliés. Alors, voilà, les alliés sont des gens qui ont profité des États-Unis. D'ailleurs, le monde entier a profité des États-Unis. Voilà, donc il y a une forme de rétribution à exercer sur le monde entier. Deuxième chose importante, en matière de politique étrangère, Donald Trump n'est pas un isolationniste. Je ne sais pas d'où vient cette idée. Donald Trump est quelqu'un qui prône ce qu'il appelle la paix par la force,
qui est une reprise d'ailleurs du slogan que Ronald Reagan avait déjà inventé lors de sa campagne présidentielle en 1980. La paix par la force, c'est l'idée que, bien sûr, je veux la paix et je ne veux pas de guerre supplémentaire, mais ça ne sera possible que si c'est moi le plus fort. Et donc, pour cela, je dois exercer des démonstrations de force. Ces démonstrations de force doivent éventuellement parfois être mises en œuvre contre ceux qui sont plus faibles, mes voisins ou éventuellement mes alliés. C'est quand même plus simple que vis-à-vis de mes rivaux ou de mes adversaires. Voilà, donc la personnalité présidentielle, ce sont les croyances de Donald Trump. Vous voyez, l'idée de America First, finalement, n'est pas nouvelle. L'Amérique seule, l'Amérique d'abord, mais surtout l'Amérique seule. Et puis, la personnalité présidentielle, c'est aussi le style de gestion du président. Car le président des États-Unis a une tâche extrêmement compliquée, c'est qu'il n'est le chef de rien du tout, en fait. Je suis un petit peu provocateur en le disant, mais en réalité, la difficulté constitutionnelle aux États-Unis, ça a été pour les présidents de se construire progressivement dans les 2 siècles et quelques de l'histoire des États-Unis, de se construire progressivement, dire une capacité d'action en matière de politique intérieure, mais aussi de politique étrangère. Et donc, notamment, le président des États-Unis doit gérer un cabinet. Il est aussi Premier ministre d'une certaine manière. Il doit gérer des conseillers. Il doit gérer éventuellement ses alliés, qui sont parfois très réticents au Congrès. Il doit gérer aussi, bien sûr, les pouvoirs importants d'autres acteurs dont je vous économise la liste. Et donc, le style de gestion du président, c'est comment est-ce que justement, il manage cette complexité qu'il y a autour de lui. Comment il fait pour, en quelque sorte, être sûr que ce qu'il décide va être non seulement compris, va être obéi et mis en œuvre. Et ce que nous a montré Donald Trump dans son premier mandat, et c'est ce que pense une grande partie des analystes aux États-Unis, c'est le chaos. C'est quelqu'un qui, en termes de style de gestion, n'arrive pas à gérer en fait ses équipes de manière ordonnée. On l'a vu souvent revenir en arrière sur des discours ou des annonces qu'il avait faites ou des décisions qu'il avait prises, tout simplement parce que ses conseillers avaient réussi à le persuader que, en fait, non, Monsieur le Président, ça n'est pas possible, ou Monsieur le Président, ça n'est pas une bonne idée. Donc, effectivement, il y a eu cette idée dans son premier mandat que Donald Trump était le toddler in chief. Vous voyez, c'est un bébé, en fait, dont les caprices doivent être encadrés par les adultes dans la pièce, adults in the room. C'est des expressions qu'on a beaucoup entendues dans la presse, mais aussi dans les analyses aux États-Unis. Probablement que le deuxième mandat va être différent, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Peut-être qu'il va y avoir un peu plus d'ordre dans ce style de gestion présidentielle. Mais comme je vous le disais, il faut aller au-delà de la personnalité présidentielle pour comprendre que la politique étrangère aux États-Unis va dépendre d'un écosystème extrêmement vaste. Alors là aussi, je ne vais évidemment pas tout dire parce que ce serait beaucoup trop long, mais il faut d'abord compter, bien sûr, sur les différents pouvoirs qui exercent cette politique étrangère. La Constitution des États-Unis ne fait pas de la politique étrangère le domaine réservé du président des États-Unis. Au passage, la Constitution de 1958 en France ne fait pas non plus de la politique étrangère le domaine réservé du président de la République. Ça, c'est pas du tout quelque chose de constitutionnel. Mais en tout cas, aux États-Unis, c'est très clair. La Constitution donne énormément de pouvoir en matière de politique étrangère au Congrès. Donc, effectivement, il faut tenir compte du Congrès. Et le Congrès, il a plein de moyens d'action. C'est lui qui va confirmer ou pas les nominations de diplomates, de généraux, de conseillers, de ministres. Le Congrès, c'est aussi lui, encore plus important, qui a une initiative législative en matière d'un certain nombre d'actions pour des sanctions, pour au contraire récompenser en donnant un soutien militaire ou diplomatique à des alliés, ce genre de choses. Puis le Congrès, c'est aussi lui qui va voter ou pas les différents budgets qui concernent notamment les questions de politique étrangère. Donc bien sûr, le Congrès, il ne faut pas exclure non plus, en matière de politique étrangère, les administrations elles-mêmes. Il est clair que le département d'État, le ministère des Affaires étrangères, si vous voulez, le département de la Défense, le département du Commerce, c'est-à-dire le ministre des Finances, enfin plutôt le ministère du Commerce extérieur, le département du Trésor, donc le ministère des Finances, le département de la Justice, le département de l'Énergie, pour ne citer que, sont des ministères qui ont des prérogatives, qui ont des
capacité d'action en matière de politique étrangère. Et ces ministères ont une certaine forme d'autonomie par rapport à ce qui est voulu par la Maison-Blanche. Et donc, pour encadrer déjà ces acteurs institutionnels, c'est-à-dire essayer de mettre le Congrès un petit peu au pas et les différents ministères en ordre de bataille, les présidents des États-Unis ont, depuis la Seconde Guerre mondiale, parfois avec succès, parfois avec plus de difficultés, réussi à s'emparer d'un outil qui avait été créé pour plutôt les encadrer d'ailleurs, qui est le Conseil de sécurité nationale. Ce Conseil de sécurité nationale, là aussi j'en reparlerai tout à l'heure, dans le premier mandat de Trump, il a été relativement fonctionnel, c'est-à-dire il a permis plus ou moins de canaliser la volonté présidentielle ou en tout cas des différents ministres. Probablement que dans le deuxième mandat, il va être en ordre de bataille et il sera beaucoup plus efficace pour produire une politique étrangère plus cohérente, plus planifiée aussi sur la longue durée et articulant davantage ces différents outils issus du département du commerce, du Trésor, de la justice ou du département d'État. Et puis, il y a un dernier élément de cet écosystème, je vais essayer de ne pas être trop long, c'est la société civile. Les États-Unis sont une société dans laquelle la participation de la société civile au débat public est non seulement reconnue, mais encouragée. Et donc, bien sûr, vous avez le rôle des groupes d'intérêt ou des groupes de pression, ce que nous on appellerait des lobbies, mais surtout, vous avez en matière de politique étrangère le rôle des communautés d'experts, les think tanks, voilà, les réservoirs d'idées, si vous voulez, qui vont jouer un rôle plus ou moins important. Et là aussi, c'est très important pour comprendre la politique étrangère du président élu Donald Trump et de ceux qui vont l'accompagner désormais à partir du 20 janvier. On a la chance de savoir qu'un think tank a joué un rôle essentiel pour préparer le travail. C'est la Heritage Foundation qui a, vous savez, rédigé ce fameux document. Vous avez peut-être entendu parler le projet 2025, Project 2025, qui est un texte que vous pouvez lire en ligne, qui est en fait un programme global de ce que devra être la politique intérieure comme la politique étrangère de la future administration républicaine. Et même si Trump, pendant la campagne, a essayé de se démarquer, parce que, évidemment, d'un point de vue médiatique, ce document il est extrêmement problématique sur plein de sujets, et donc ça ne fait pas consensus, c'est le moins qu'on puisse dire. Force est de constater que, aussi bien parmi les gens qu'il a nommés que parmi les idées qu'on commence à entendre de sa bouche, on retrouve des choses de ce projet 2025. Donc je ne dis pas que tout sera exactement ce que veut le projet 2025, mais en tout cas on y trouvera des lignes d'inspiration très très fortes. Voilà, et puis je vais terminer par un dernier, avant d'appliquer ce cadre d'analyse, un dernier élément. Je vais être un petit peu plus rapide, mais qui va de soi. Ou peut-être pas, mais peut-être que c'est utile justement de le rappeler, c'est que la politique étrangère des États-Unis, comme toute politique étrangère, elle dépend aussi de l'environnement international. Or là aussi, si on fait le parallèle en disant Trump a déjà été au pouvoir et bon, peut-être qu'il va remettre en œuvre les mêmes croyances et les mêmes procédés que dans son premier mandat, il y a une chose en tout cas qui a fortement changé, c'est l'environnement international. Il est clair que le monde dans lequel Donald Trump va devenir président des États-Unis n'est plus du tout celui dans lequel il a occupé précédemment la fonction. Voilà, donc j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais il est clair que autant il était nouveau en tant que président en 2016 et j'allais dire les leaders du monde entier ont eu progressivement dû apprendre, si vous voulez, à s'adapter à lui, autant aujourd'hui il est attendu, il est connu comme le loup blanc, et probablement qu'on voit déjà dans cette période atypique que j'ai décrite tout à l'heure de transition, on voit déjà beaucoup de leaders dans le monde comprendre comment il fonctionne et jouer son jeu pour justement tirer les bénéfices de son arrivée au pouvoir. Donc l'environnement international n'est pas du tout le même et il est probablement beaucoup plus dangereux qu'il ne l'était en 2016. Ce qui fait dire à certains commentateurs aux États-Unis que Trump en 2016, ça pouvait être marrant. En 2025, c'est une étincelle peut-être inutile dans un monde qui est déjà une poudrière. Bon,
je leur laisse la responsabilité de ce jugement, mais en tout cas, ça montre bien l'équilibre, l'articulation qu'il faut avoir entre la personne, l'écosystème propre aux États-Unis et cet environnement. Alors, ça m'amène donc à appliquer ce cadre, si vous voulez bien, sur ces trois aspects. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, donc 14 janvier 2025 ? Première chose, parlons du président, même si j'ai déjà évoqué beaucoup de choses tout à l'heure, pour reprendre un certain nombre de jugements ou d'évaluations qu'on a pu avoir, aussi bien dans les médias que dans les analyses aux États-Unis. En général, trois choses aujourd'hui sont mises en avant. D'abord, deux choses très traditionnelles qu'on dit sur Trump depuis le début, c'est qu'il est transactionnel et imprévisible. Alors, transactionnel, c'est le fait que son mode opératoire, ça va être de chercher à obtenir des deals avec les autres, plutôt qu'à poursuivre une politique étrangère fondée uniquement ou principalement sur des valeurs, vous voyez, ou autour de grands principes immuables. Alors, Donald Trump a un certain nombre de principes immuables, ça c'est clair, mais il est vrai que ce qu'on avait vu dans le premier mandat et ce qu'on voit déjà dans cette période de transition, c'est l'idée d'essayer de provoquer ces deals, et notamment de provoquer ces deals avec une tactique que l'on voit effectivement en œuvre, et que lui considère comme imprévisible, alors qu'en réalité elle est quand même très prévisible, c'est le fait de faire peur à tout le monde. Le fait de faire peur à tout le monde en expliquant qu'il n'exclut pas d'utiliser la force armée ou les sanctions économiques pour récupérer le Groenland ou le canal de Panama. Alors, je ne dis pas qu'il ne le fera peut-être pas à un moment ou à un autre. Mais il faut peut-être aussi garder à l'esprit que c'est peut-être une tactique pour obtenir justement de ses interlocuteurs que, effrayés par la menace, ils cèdent. Or, ce que montrent les leaders du monde entier depuis déjà le premier mandat Trump, c'est que ils vont parfois céder quelque chose de très symbolique à Trump, qui du coup pourra revenir en arrière sur tout ce qu'il a dit en disant « Regardez, j'ai obtenu le plus grand deal du siècle parce que le Canada a accepté que l'ALENA devienne l'accord Canada-États-Unis-Mexique. » Fondamentalement, rien n'a changé, mais le nom, oui. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Le côté transactionnel et le côté imprévisible sont des choses qu'il faut prendre en compte. Ce sont des choses sur lesquelles Donald Trump a théorisé, si on peut dire, dans un livre que vous pouvez lire si vous le souhaitez, qui s'appelle « L'art de la négociation », et dans lequel il le dit très bien. Il faut faire peur à l'autre, il faut le bousculer, et puis après on obtiendra tout ce qu'on veut de lui. Donc le côté transactionnel et imprévisible, c'est une tactique. C'est une tactique qui peut-être produit parfois des ruptures. Il y a eu des ruptures en politique étrangère dans le premier mandat de Donald Trump. Par exemple, les accords d'Abraham, par lesquels un certain nombre d'États du Moyen-Orient ou du Golfe ont reconnu Israël, par exemple. Mais la plupart du temps, ça ne marche pas, parce qu'en fait, tout ce que cherche Donald Trump, enfin en tout cas dans beaucoup de sujets, ce que cherche Donald Trump, c'est surtout la satisfaction d'avoir une concession, même symbolique, qu'il va pouvoir ensuite j'allais dire, recycler en matière de politique intérieure. Puisqu'en effet, la particularité d'un président comme Donald Trump, c'est qu'il est finalement toujours en campagne électorale. Alors, ce sera peut-être moins vrai dans son deuxième mandat. Peut-être que cette incitation qu'il y a à obtenir des succès, même symboliques à l'extérieur, pour obtenir des gains à l'intérieur, sera moins importante, puisqu'en effet, il ne peut pas être réélu. Mais peut-être pour rester dans l'histoire ou pour garder la main sur le Parti républicain dans la suite, ce sera quand même peut-être pour lui important. Donc gardez à l'esprit que transactionnel et imprévisible, ce sont des tactiques, ça ne nous dit absolument rien sur quand il dit quelque chose, est-ce qu'il va le faire ou pas. Ça ne nous dit absolument pas, ça ne nous dit rien du tout. Donc ne prenons pas pour argent comptant tout ce que dit Donald Trump. Prenons-le plutôt comme une tactique qui parfois reflète ce qu'il pense, enfin probablement reflète ce qu'il pense de toute façon, mais je veux dire, parfois reflète ses désirs véritables, parfois c'est surtout une tactique, c'est surtout pour faire peur. L'aspect néo-impérialiste, il est plus récent dans le commentariat, et ça fait référence à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le Groenland, sur le Panama, et puis j'oubliais le fait que le Canada devienne le 51e État des États-Unis. En fait, c'est très intéressant, c'est que Donald Trump semble attaché à une certaine vision de l'histoire des États-Unis, qui en gros le place simultanément dans les années 1950 et dans les années 1890. Voilà. Donc ce sera en quelque sorte ses points de référence. Et effectivement, sur la partie néo-impérialiste, c'est-à-dire l'idée que les États-Unis pourraient s'étendre
territorialement au détriment de pays ou d'interlocuteurs plus faibles, c'est quelque chose qui est typique d'un président comme Teddy Roosevelt, par exemple, ou ses prédécesseurs des années 1890, c'est-à-dire à une époque où les États-Unis cherchent à s'affirmer, si vous voulez, comme une puissance aux côtés des États européens. Ce néo-impérialisme, il est problématique parce que là aussi, la difficulté, c'est de savoir dans quelle mesure c'est une tactique. Finalement, peut-être que le Panama va finir par me vendre le canal du Panama ou me faire des tarifs abordables pour traverser le canal et puis des tarifs beaucoup plus élevés pour les navires chinois. Voilà. Ou peut-être que, même chose pour le Groenland, peut-être que le Groenland, c'est juste pour faire plaisir à mes donateurs, notamment ces gens de la tech qui croient qu'ils vont construire des network nations, donc des nations déterritorialisées dans des endroits très étranges du monde, comme par exemple le Groenland. Parce que, voilà. Peut-être que c'est simplement une volonté, effectivement, de Donald Trump de réussir le coup de rajouter du territoire aux États-Unis. Tout ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, cet aspect néo-impérialiste, il est nouveau. Là aussi, ne le prenons pas pour argent comptant. Prenons-le comme peut-être deux choses. D'abord, comme j'ai déjà dit, une tactique, et probablement aussi comme une certaine conception de finalement comment doit s'exercer la puissance américaine. La puissance américaine doit s'exercer en tordant le bras des plus faibles. Encore une fois, c'est plus facile de s'attaquer à ses alliés que de s'attaquer à ses rivaux ou à ses adversaires. Parce que, évidemment, ça va demander un petit peu plus d'efforts, il y a moins de chances que ça marche. Je suis très rapide, hein, et je pense que peut-être qu'il y a plein de choses que je dis qui seront complètement contredites, et tant mieux, hein, mais voilà. Deuxième chose, si on veut comprendre l'écosystème, il faut partir du principe qu'on est confronté à un paradoxe. Le premier paradoxe, c'est qu'on a une présidence qui, aujourd'hui, a réussi à structurer davantage tout le monde derrière lui. C'est-à-dire, je vais le dire de la manière suivante, Donald Trump s'assure d'avoir une administration, un congrès qui soit peuplé de gens loyaux. Alors, je n'ai pas le temps d'expliquer comment il s'y prend, mais c'est effectivement les indications qu'on a aujourd'hui que les adultes dans la pièce, il y en aura peut-être, mais contrairement au premier mandat, ce seront des adultes dans la pièce qui seront convaincus, peut-être parfois même plus que Trump lui-même, des convictions de Donald Trump. Donc la probabilité que Donald Trump arrive à mettre de l'ordre dans, j'allais dire, son administration et dans les républicains au Congrès par rapport au premier mandat est certainement très forte. Et donc faut en tenir compte. Mais pourquoi est-ce que c'est un paradoxe? Parce qu'en même temps que finalement que le président a créé cette mise au pas, on va dire, cet impératif de loyauté au Congrès et au sein de l'État administratif, il se heurte aussi à de véritables obstacles qui sont loin d'être des obstacles faciles à surmonter. Parmi ces obstacles, j'en cite un en particulier, son alliance de convenance avec un certain nombre d'entrepreneurs de la tech, dont un certain Elon Musk, que je ne présente plus, dont on voit que, comme avec d'autres, ça repose sur un certain nombre d'éléments qui sont relativement fragiles. Et on voit déjà des fissures apparaître entre les différentes composantes de ce monde MAGA, hein, ce monde Make America Great Again, qui avait pour seul point commun de vouloir que Donald Trump soit réélu, pour des raisons différentes, en pensant que Donald Trump allait servir leurs intérêts ou leur vision de la société américaine ou du monde. Donc on voit déjà des fissures apparaître, et je vais juste vous donner un exemple. Une des difficultés auxquelles va se heurter la présidence américaine en matière de politique étrangère, ça va être de mettre au pas l'État administratif. Vous savez ce que nous, avant, on appelait juste la bureaucratie, et que depuis Donald Trump, on appelle le deep state ou l'État profond. Donc, vous voyez, on tombe dans le piège du vocabulaire conspirationniste, donc faisons attention. Hein. Donc, l'État administratif, hein, c'est le terme qu'il faut utiliser. Cet État administratif, c'est-à-dire composé de fonctionnaires de carrière, en fait, il est nécessaire hein, pour faire fonctionner toute société complexe. Donc gardons-nous d'imaginer qu'au-delà éventuellement de quelques gaspillages qui pourraient être corrigés, il faudrait trancher dans le vif. Or pourtant,
C'est ce que Donald Trump semble avoir accepté de faire, puisqu'il a récompensé Elon Musk et puis d'autres entrepreneurs de la tech en les mettant à la tête de cet organisme de conseil qui n'est pas un ministère, même s'il en porte le nom. Hein, vous savez, le Department of Government Efficiency. Là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien que déjà, ce département revoit à la baisse ses ambitions, se rendant compte que ça va être compliqué d'obtenir les 2000 milliards de dollars de coupes budgétaires, que 1000 milliards ce serait déjà pas mal, et probablement que dans quelques mois on va voir que ça va encore diminuer les ambitions. Pourquoi ? Parce que en fait Donald Trump et les républicains ont besoin, mais même les entrepreneurs de la tech ont besoin de l'État administratif. Vous savez, les entrepreneurs de la Silicon Valley sont des parasites qui vivent sur l'État administratif, donc c'est très compliqué pour un parasite de la symbiose, il ne faut pas aller jusqu'à tuer quand même son hôte, ça va être compliqué. Voilà. Et donc on voit des fissures, et sur ce cas particulier, on peut penser qu'en matière de politique étrangère, on va avoir des choses semblables. Le département d'État avait déjà été une cible très très forte dans le premier mandat, il avait été éviscéré, c'est le terme qu'on a utilisé aux États-Unis. Il avait été éviscéré, c'est-à-dire ces postes de fonctionnaires de carrière avaient déjà été vidés et n'avaient pas été remplacés. La cible pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la politique étrangère dans la future administration, ça va être à la fois le département de la Défense et le FBI. Et globalement, la communauté du renseignement. Voilà. Et donc, il faudra observer avec attention comment vont se passer les nominations aussi bien au département de la Défense que comment est-ce que les nominés de Trump pour la communauté du renseignement vont arriver ou pas à mettre au pas ces différentes bureaucraties. Ça va être compliqué, mais la présidence américaine, notamment sous Donald Trump, est assez inventive. Voilà, et je disais avant de commencer que dans les derniers jours de son mandat en 2021, Donald Trump avait émis une directive pour reclasser toute une série de postes de fonctionnaires de carrière dans l'administration et de les reclasser comme political appointees, c'est-à-dire comme des gens qui peuvent être changés à la volonté du président. Donc il faut s'attendre que dans ces deux ministères, le ministère de la Défense et, j'allais dire, toute la communauté du renseignement, il y ait des tentatives de remplacer des gens de carrière par des gens loyaux, avec évidemment les conséquences que ça aura derrière. C'est-à-dire que un renseignement politisé, on l'avait déjà vu en 2003, ce n'est pas un renseignement très efficace ni très utile. Non, mais bon, voilà. Et puis, dernier point, et puis j'aborderai ensuite la question des dossiers et des enjeux, peut-être en vous disant que le dernier élément important, c'est que les États-Unis sont là aussi dans une position aujourd'hui un peu paradoxale, puisque de tous les États du monde, c'est celui qui, d'un point de vue économique, et aussi d'un point de vue démographique, sont parmi ceux qui non seulement s'en sortent le mieux, mais continuent à croître. Voilà, je pense que la puissance américaine ne fait aucun doute en 2025. Et parler de déclin, c'est tomber dans un piège. On n'en est pas du tout là. En revanche, c'est une puissance qui est quand même en crise. C'est une puissance qui est quand même en crise parce que ces outils, ces facteurs de puissance sont en cours de réorganisation. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Et donc, un des grands défis pour les pouvoirs publics aux États-Unis, ça va être de pouvoir restructurer ces facteurs de puissance pour continuer à acquérir, à conserver cette position de suprématie, d'hégémonie. Je parle en termes de capacité de puissance, bien entendu. Voilà, l'administration sortante a tenté de le faire notamment en restructurant le leadership américain, c'est-à-dire la manière dont les États-Unis se positionnent par rapport à leurs alliés ou leurs partenaires en termes de crédibilité, de légitimité. Bon, il y a eu des trucs comme le retrait d'Afghanistan ou la guerre à Gaza qui n'ont pas aidé, évidemment. La guerre en Ukraine un peu mieux, un peu plus. Mais on voit que l'administration qui vient va se retrouver confrontée au même problème, mais sur d'autres sujets. La question de l'avance technologique, de la puissance industrielle, de la capacité à restructurer complètement les infrastructures aux États-Unis, à faire en sorte qu'elles ne soient pas des vulnérabilités par rapport à des États comme la Chine ou comme la Russie. Donc les États-Unis sont en crise, et encore une fois, une crise, c'est une situation dans laquelle il y a la possibilité de reconstruire et de rebondir et de continuer à croître. Voilà, donc je dirais que c'est plutôt une crise de croissance. Le problème, c'est que cette crise se déroule aujourd'hui dans un monde qui est fragmenté. Ce qu'il n'était pas lorsque Donald Trump a quitté, entraînant les pieds, la Maison-Blanche. De fait, aujourd'hui,
il est clair que, aussi bien du côté de la Chine que de la Russie, aux côtés de ce qu'on appelle parfois un peu vite le Sud global, on n'a pas du tout la même vision des États-Unis et de la manière de gérer ses relations avec les États-Unis. Mais je vais même aller plus loin. Le problème de l'administration, je vais en parler tout de suite après, mais le problème de l'administration qui vient, c'est qu'elle annonce surtout qu'elle va faire la guerre, avec des guillemets, à ses alliés et à ses partenaires, hein, notamment nous, Européens. Et dans ce cadre-là, ça veut dire que non seulement le monde va se fragmenter par rapport à ses compétiteurs systémiques ou à ces menaces, j'utilise les termes des documents officiels américains que sont la Chine ou la Russie, va continuer probablement à être complètement inaudible dans une grande partie des pays dits du Sud, mais risque aussi de rentrer en collision ou d'avoir des relations en tout cas compliquées avec les partenaires en Europe, mais aussi probablement en Asie ou en Australie. Donc ça, c'est des choses qui évidemment vont poser problème au style décisionnel et à la vision du monde MAGA, très clairement. Voilà, alors je vais terminer par quelques dossiers en jeu. Je vais juste d'abord récapituler tout ce que j'ai dit en essayant de dire qu'au fond, si on veut caractériser la politique étrangère possible qui va s'ouvrir à partir de la semaine prochaine, c'est les deux termes de antilibéraux et nationalistes. Alors ici, c'est simple, je l'évoque simplement pour dire nous sommes dans un contexte où il y avait déjà une rupture Trump en 2016-2017. Déjà, sa politique étrangère se présentait comme hostile à ce qu'avaient été les fondements de la politique étrangère américaine supposée depuis 1945, qu'on présente souvent comme étant une politique fondée sur la construction, la consolidation d'un ordre international libéral, c'est-à-dire fondée sur des valeurs libérales, notamment en matière économique, mais aussi en matière politique. Et donc déjà, dans le premier mandat, on avait souligné le fait que Trump avait sapé sciemment les bases de cet ordre international en montrant que c'était un paradoxe, et ça l'est toujours en 2025, puisque c'est les bases de la puissance ou de la légitimité, en tout cas politique, des États-Unis. Ce qu'il est clair, c'est que ça va s'accélérer. On voit dans les nominations qu'a proposé Donald Trump pour occuper des postes importants en matière de politique étrangère, il y a très peu de gens qui ont une vision classique finalement des instruments de puissance ou de la place des États-Unis dans le monde. Beaucoup d'entre eux sont en position de rupture. Voilà. Alors, donc, il faudra voir ce que ça va donner. Deuxième chose, nationaliste, parce que là aussi, c'est un élément qui me paraît essentiel. On voit bien que ce qui va guider la politique étrangère de Donald Trump, c'est encore une fois la manière dont il pourra ou pas en faire un élément pour montrer que les États-Unis sont un État puissant, sont un État fort, et donc obtenir là aussi un certain nombre de gains en matière identitaire, qui psychologiquement sont très intéressants, sont un peu plus problématiques dans un monde interconnecté et interdépendant comme le nôtre. Le nationalisme en matière de politique étrangère en 2025, ça me paraît être plutôt une stratégie contre-productive, mais en termes en revanche de satisfaction identitaire ou psychologique, notamment vis-à-vis de l'électorat, vis-à-vis de certains cercles qui soutiennent aussi bien économiquement que politiquement Donald Trump, ça peut être des éléments extrêmement importants. Voilà, donc je vais terminer avec deux dossiers, si vous voulez bien. Le premier, c'est la question économique. Donald Trump a beaucoup évolué, c'est peut-être un des seuls points sur lequel il a évolué durant sa présidence en exil, c'est qu'il a renforcé, j'allais dire, ses préférences pour une forme de protectionnisme fondée sur l'utilisation à tout va des droits de douane, ce qu'on appelle, vous savez, les tarifs en anglais. Ce qui est à la fois une rupture par rapport aux politiques étrangères traditionnelles des États-Unis, bien sûr, qui sont plutôt anti-protectionnistes d'habitude, ou en tout cas qui ne jouent pas sur les droits de douane ou très peu sur les droits de douane, mais surtout qui montre que pour lui, les tarifs sont un peu une solution à tout. C'est peut-être une chose sur laquelle je vais attirer votre attention. Donald Trump a annoncé qu'il allait monter les droits de douane des produits en provenance de plein de parties du monde, en l'occurrence l'Europe, etc., de plus de 25%. Il a parlé de plus de 60% pour les produits chinois. Il s'agit de réduire la balance commerciale, il s'agit d'augmenter l'attractivité, de créer des emplois aux États-Unis. Il s'agit éventuellement de construire une forme de souveraineté américaine sur un certain nombre de productions ou de biens et de services qui avaient été délocalisés. Toutes choses qu'on retrouve aussi d'ailleurs en partie en Europe. C'est pas propre aux États-Unis. Mais ça va même plus que ça.
quand on entend Donald Trump, on a l'impression que les droits de douane, c'est un truc qui va lui servir de pression sur les autres, c'est quelque chose qui va lui permettre de régler simultanément le problème de l'immigration illégale. Il a prévu quand même d'expulser 11 millions d'immigrés clandestins dans les premiers mois de son mandat, ce qui est quand même pas rien, ce qui va augmenter le coût du travail aux États-Unis, hein, et donc les coûts de production, en partie, bien sûr, entre autres conséquences. Hein, je parle uniquement sur le plan économique. D'ailleurs, on a vu là aussi des fissures, hein, déjà entre Musk et les autres sur ce sujet-là. Et c'est aussi pour lui probablement un moyen de créer des emplois, un moyen de réindustrialiser les États-Unis. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que sa vision du monde protectionniste est une vision qui non seulement est datée, pas du tout adaptée au XXIe siècle, mais qui est une vision, c'est une vision aussi qui renvoie à l'idée que c'est un outil, encore une fois, pour régler tous les problèmes. Et le problème, c'est que, on le sait en politique, intérieure, étrangère, c'est la même chose. Il existe rarement des outils qui sont des solutions miracles qui permettent de régler tous les problèmes. Pour une raison simple, c'est que souvent les problèmes, ils sont interconnectés les uns aux autres et on ne peut pas les régler tous en même temps. C'est-à-dire que probablement qu'il y a des compromis à faire. Il faut régler un problème, mais ça crée d'autres soucis dans une autre dimension, dans un autre enjeu. Hein, voilà, il y a des équilibres à faire. Donc là, il y a un problème qui n'est pas simplement un problème de tension avec la Chine ou de tension avec l'Europe. Ça, c'est des choses qu'il faut avoir en compte. Mais c'est aussi probablement un problème en termes de gestion de la politique intérieure et de l'agenda politique pour le président américain. Et puis, le dernier sujet, c'est la question de la guerre en Ukraine et de la sécurité européenne, qui nous intéresse au premier chef. Alors, déjà parce que sur la guerre en Ukraine, Donald Trump n'a jamais fait mystère du fait qu'il trouvait que quand même, ce serait plus sympa de s'entendre avec Poutine. Et il a aussi annoncé, mais là aussi, c'est une forme de jeu électoral, hein, qu'il réglerait le problème en 24 heures. C'est aussi pour lui un moyen de faire le deal du siècle. Hein. Mettre fin à la guerre, c'est génial, ça lui permettrait d'avoir le prix Nobel de la paix, chose à laquelle il aspire. Parce qu'après tout, Obama a eu le prix Nobel de la paix alors qu'il ne le méritait pas. Alors pourquoi lui, il n'y aurait pas droit? Mais cela étant, s'il met fin à la guerre en Ukraine, même temporairement, peut-être qu'il peut espérer l'avoir, hein. Sait-on jamais. Mais en tout cas, voilà, c'est une chose qu'il faut avoir en tête. Hein. Il y a peut-être une ambition personnelle aussi de la part de Donald Trump d'être reconnu comme un faiseur de paix. Mais en tout cas, il n'a jamais fait mystère de ce sujet-là. Or, vous le savez, il a évolué, hein, bien sûr, sur la question. Il a évolué dans le sens où il a compris qu'il ne fallait pas que la paix en Ukraine, ça devienne le retrait d'Afghanistan de Joe Biden. Voilà, il ne fallait pas non plus que ça conduise à une situation dans laquelle les États-Unis apparaîtraient comme faibles, si vous voulez. Hein, l'idée, c'est bien que les États-Unis, et donc lui, qui personnalise les États-Unis, apparaissent au contraire comme forts. Vous l'avez compris, il y a un problème hein, de ce côté-là aussi. Voilà. Donc voilà pour la guerre en Ukraine. Donc là, on verra vers quoi on s'achemine. Il va y avoir probablement des négociations. Il y aura probablement un jeu pour faire pression à la fois sur les Ukrainiens, mais ils ont l'air d'être convaincus, mais surtout sur les Russes, pour faire comprendre aux Russes que non, c'est pas parce que Donald Trump est à la Maison-Blanche que Poutine va rouler les Américains dans la farine en les faisant patienter et puis en attendant que tout le monde soit concentré ailleurs pour relancer la guerre. Alors donc on peut s'attendre, par exemple, c'est une option possible, à une augmentation de l'aide militaire à l'Ukraine dans les mois qui viennent, si les négociations ne vont pas dans le sens voulu. Voilà. Donc il y a quelque chose d'assez contre-intuitif. En revanche, une chose qui est peut-être plus sûre, c'est la manière dont, et ça va faire le lien avec la dernière idée hein, sur la sécurité européenne, la manière peut-être dont aussi bien Trump que ses conseillers, ses ministres et une partie des élus républicains souhaitent non pas seulement partager le fardeau, mais transférer le fardeau aux Européens. Et donc en insistant pour que les Européens s'occupent de la question ukrainienne, augmentent bien sûr leur budget de défense. Alors Trump s'est déjà vanté, même si bon, dire qu'il en est la cause c'est un petit peu rapide, vous savez, d'avoir obtenu une augmentation du nombre de pays de l'OTAN qui sont au-dessus de 2% de dépenses de défense en pourcentage du PIB. Hein, voilà. Maintenant, il demande 3 voire 5%. Why not, hein, pourquoi pas. Mais évidemment, en échange, il faut s'attendre à ce qu'il réclame aussi d'autres choses, hein, en échange du maintien de la présence et de la garantie de sécurité américaine. Par exemple, l'abandon de la réglementation européenne vis-à-vis des plateformes numériques américaines, ou une politique industrielle et énergétique qui ferait la part plus belle au gaz liquéfié qui viendrait des États-Unis.
Quoi qu'il en soit, évidemment, la question qu'il faut poser, c'est ce sur quoi je vais finir, c'est pour nous, Européens, est-ce que ça veut dire que finalement, il faut accélérer la transition vers une forme d'autonomie stratégique plus, mais dans des conditions qui ne sont pas idéales d'un point de vue politique en Europe aujourd'hui. Voilà, la France a un gouvernement, mais enfin le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est un tout petit peu fragile. Et les Allemands, eux, ils en ont bientôt plus, et on ne sait pas quand est-ce qu'ils en auront. Voilà, donc c'est effectivement des questions compliquées. Donald Trump, évidemment, il va probablement pas se retirer de l'OTAN, parce que c'est compliqué de se retirer de l'OTAN, mais il n'a pas besoin de se retirer formellement de l'OTAN. Il suffit qu'il explique qu'il retire ses troupes d'Europe. Après tout, c'est ce qu'il avait essayé de faire dans les derniers jours de son premier mandat. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai dit certainement beaucoup trop de choses, mais si vous avez des questions, bien entendu, j'y répondrai si je peux. Voilà, merci de votre attention.